Bonjour, bienvenue à cette conférence web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette conférence web, je vais vous parler de l'administration des médicaments dans les milieux d'hébergement, la technologie à la rescousse. C'est une conférence, en fait, une reprise, une partie d'une conférence que j'ai eu le plaisir de donner avec Priscilla Réaume et France Morissette dans le cadre du colloque pour le mieux-être des aînés qui est organisé par le Point en santé, qui a eu lieu en septembre 2022. Donc, le focus pour cette conférence web, c'est vraiment de vous présenter d'abord l'état des connaissances concernant les technologies pour l'administration des médicaments, en présentant aussi brièvement, est-ce qu'on en fait encore des erreurs en ce qui a trait à l'administration des médicaments. Et par la suite, le but, c'est vraiment de démystifier cette technologie-là, parce qu'il y a un écart assez important entre ce qu'on sait sur le plan de la littérature scientifique. Il y a quand même un bon niveau d'utilisation de ce genre de technologie-là dans le secteur privé. Depuis plus de 10 ans dans bien des pays, particulièrement les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils utilisent ça. Et ce qu'on en sait en réalité, donc c'est pour ça que je veux démystifier avec des mises en situation qu'on a mis dans un milieu d'hébergement pour que vous voyez exactement qu'est-ce que ça fait. Et par la suite, on va donner la parole à des utilisateurs pour dire, bien, est-ce qu'ils ont eu des gains? Donc, est-ce que ça existe, ça, une technologie qui est plus efficiente, plus rapide, qui fait moins d'erreurs, qui est appréciée par les utilisateurs, qui est appréciée par les gestionnaires, qui est appréciée par les différents partenaires, incluant le pharmacien? Bien, c'est un rare exemple, honnêtement, où est-ce que, bien, cette technologie-là, en réalité, on ne devrait pas tellement s'en priver parce que les avantages de différents angles que j'ai regardés sont vraiment bien présents. Mais vous pourrez faire votre propre opinion à la lumière de ce que je vais vous présenter là. Donc, au départ, si on propose une technologie, généralement, c'est parce qu'on a identifié un problème où on veut améliorer quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'administration des médicaments. Donc, est-ce qu'on fait encore des erreurs dans l'administration des médicaments? En fait, là, je focus dans cette présentation-là en passant sur le secteur de l'hébergement, mais vous devez savoir que cette technologie-là, finalement, elle a vu le jour d'abord dans les hôpitaux et non dans les milieux d'hébergement. Une technologie que, encore là, la clientèle visée au départ, c'est le personnel infirmier. Mais moi, les exemples que je vais vous donner, c'est entre autres en particulier pour les milieux d'hébergement, résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires, que c'est préposé qui l'administre, les médicaments dans ces secteurs-là. C'est tout simplement parce qu'au Québec, ce sont les milieux qui sont les plus grands utilisateurs actuellement de cette technologie-là. Mais si on regarde à l'international, dans les autres provinces, bien, en fait, c'est davantage le personnel infirmier dans les hôpitaux qui utilisent la même technologie. Donc, mais comme moi, mon champ d'expertise, c'est le secteur d'hébergement, dans le fond, c'est ce secteur-là que je veux démystifier, bien, c'est pour ça que je focus dans ce contexte-là. Alors oui, encore des erreurs. 90% des résidents sont exposés au moins à une erreur dans cette étude-là. Puis l'erreur la plus fréquente, c'est l'administration au mauvais moment. Donc c'est vraiment très bref ce que je vous présente comme résultat de recherche, mais vous avez l'étude à côté que vous pouvez aller récupérer puis la lire si le cœur vous en dit. Une autre étude, dans 396 résidences, vous voyez le nombre d'erreurs, 32 176, donc vraiment, il y a en masse d'erreurs qu'on fait encore. Les erreurs de médicaments, de doses, d'administration, c'est toujours aussi prévalent. Ici, dans 28 établissements de soins de longue durée, encore là, des erreurs d'administration faites par des infirmières ici qui ont été documentées. L'administration des médicaments aux mauvais résidents, 83% du type d'erreur répertoriée. L'omission de signer l'administration des médicaments, l'administration du médicament au mauvais moment. Donc, ce type d'erreur-là qu'on pouvait voir. Une autre étude, dans les 23 résidences, cette fois-ci, 15 000 erreurs et plus, dont 37% étaient répétées. Donc, quand même, des erreurs qui se répètent. Donc, ce n'est pas anodin comme élément d'information. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que la clientèle chez qui, entre autres, ça apparaissait particulièrement à 69,9%, c'était celle avec des troubles cognitifs. Et comme vous savez, déjà, selon l'Association médicale canadienne, on a déjà 88% des gens qui sont dans les milieux d'hébergement qui ont des problèmes cognitifs. Avec les enjeux démographiques qu'on a, on sait que ça va être en croissance. Donc, quand même une motivation supplémentaire de s'intéresser à une technologie pour essayer d'améliorer finalement ces éléments-là. Parce que oui, il y a de la formation, c'est fondamental, mais si la technologie peut nous aider, ça serait intéressant.
Donc, vous voyez, dans le fond, comme je vous disais, ce que je vais focuser ici comme technologie, c'est pour l'administration des médicaments. Puis le système, c'est le système code-barre de sécurisation de l'administration. Donc, est-ce que ça donne de quoi d'utiliser une telle technologie? Bien, en fait, il y a une réduction relative de 41,4% des erreurs d'administration des médicaments dans cette étude-là. Une réduction de 50%, 51% d'événements indésirables potentiels dus à des erreurs d'administration des médicaments. Réduction de 27% des erreurs concernant le moment d'administration des médicaments, 57% concernant le médicament en tant que tel, 42% des erreurs de dosage et 80% de la documentation. Donc, encore là, des études qui ont comparé sur les technologies avec les papiers, donc ils ont démontré la supériorité de l'utilisation d'un logiciel avec ces systèmes de code-barre-là par rapport au papier. Fait intéressant quand même pour les milieux cliniques, entre autres, justement, pour ce qui est du Québec, là, lorsque c'est des préposés aux bénéficiaires qui administrent les médicaments dans les ressources intermédiaires et les résidences personnes âgées dans les unités de soins, eux, ils peuvent vivre beaucoup de stress parce qu'ils n'ont pas la même formation que les infirmières. Et dans cette étude-là, ils montraient que le stress vécu par les soignants était diminué là, justement avec l'utilisation d'un tel logiciel. Donc, d'autres études encore ici qui démontrent que, dans le fond, les milieux qui utilisaient ce type de technologie-là, bien, en fait, ils ont fait moins d'erreurs dans l'administration des médicaments que ceux qui étaient des unités de contrôle dans lesquelles ils n'avaient pas implanté là, une telle technologie. Donc, honnêtement, vous pourrez faire votre propre revue de la littérature scientifique dans le domaine, mais réellement, l'utilisation des technologies sur le plan scientifique, sur le plan des essais cliniques d'implantation, ben, ils ont fait leur preuve que les avantages surpassent là, nos systèmes, qu'on pourrait dire, papier, crayon, classique, carte-fiche du passé. Alors, l'objectif ici de la conférence, ça va être vraiment de démystifier les technologies pour l'administration des médicaments par des exemples. Dans le fond, c'est vraiment des scénarios que j'ai faits avec des vrais utilisateurs pour l'illustrer, pour que vous le voyez, puis que vous soyez en mesure de faire votre propre jugement sur la pertinence de ces technologies-là. Parce que des fois, les données probantes, c'est une chose, mais quand on le voit de nos yeux, bien, ça peut nous rassurer, puis voir les avantages là, qui sont associés à l'utilisation d'une telle technologie. Donc, comment la technologie permet-elle de prévenir l'administration des médicaments au mauvais moment? Donc, on va illustrer ça. Mais ici, vous avez une image du logiciel, dans le fond, puis c'est que lorsqu'on scanne la mauvaise cellule en tant que telle, bien, il y a une alerte qui apparaît pour aviser la personne qu'elle n'a pas pris justement la bonne cellule en tant que telle, ce qui va faire en sorte qu'elle administrerait les mauvais médicaments. Donc là, ce qu'on va voir, c'est tout simplement l'illustration en temps réel dans une vidéo de cette fonction-là. Oups. Bonjour, Monsieur Delisle. Maintenant, comment la technologie permet-elle d'éviter les erreurs de calcul pour l'administration de l'insuline? Donc, lorsqu'on prend la glycémie de la personne, puis pour laquelle il y a un ajustement qu'on doit faire au niveau des unités administrées, bien, avec le logiciel, bien, on est en mesure d'aller inscrire la glycémie du résident. Puis par la suite, il y a un calcul qui se fait automatiquement dans le logiciel qui est basé en fait sur le protocole d'administration de l'insuline de ce résident-là, ce protocole-là qui a été produit par la pharmacie. Donc, le logiciel va tout gérer ça d'une manière à sécuriser encore là tout ce processus-là puis éviter des erreurs de calcul. Donc, voyons voir dans la réalité comment tout ça peut se faire. Allô, Lucie, c'est Sophie. Est-ce que tu pourrais venir valider mon insuline, s'il te plaît? OK, je t'attends. Merci.
Allô, Sophie? Allô, Lucie, ça va bien? Oui, J'ai préparé l'insuline pour Monsieur Bro. oui, parfait. Sa glycémie est ici. Oui, Je l'ai entrée. parfait. 4 unités. Ajuster Ajusté. le protocole est juste ici. Parfait. Monsieur Bro, c'est bien l'appartement. La bonne dose. Parfait, ça? OK. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Bro, j'amène votre insuline. Maintenant, voyons comment la technologie permet-elle de prévenir le surdosage de médicaments. Donc, c'est très simple. Lorsqu'on veut donner des médicaments PRN, il y a un intervalle entre les deux doses qui est à respecter. Bien, le calcul est fait automatiquement par le logiciel, si bien que si on ne respecte pas cet intervalle-là, il y a une alerte qui va apparaître. Donc, voyons voir comment ça se passe dans cette vidéo. Bon, prochain résident. OK. C'est la bonne journée, le bon moment, la bonne personne. C'est les bonnes choses. Oh, j'ai aussi un timbre à retirer. Parfait. Bonjour, Monsieur Lefebvre, ça va bien? Très bien, merci. J'amène vos médicaments. En premier, je vais juste enlever le patch dans votre dos pour ne pas l'oublier. C'est beau, c'est fait. Donc, vous êtes bien Monsieur Jean-Guy Lefebvre? Ben oui. Oui, j'amène vos médicaments de ce matin, le 17 août. Tenez. Je voulais savoir, Monsieur Lefebvre, comment ça va votre genou ce matin? Et ça va pas bien, là. Non? Ça me fait mal encore, là. Depuis mon opération, là, ça n'a pas arrêté, ça continue, là. J'aimerais ça avoir un médicament contre la douleur, là. Parfait. Je vais aller voir ça. Je vous reviens tout de suite. Ça sera pas long. Oh, le ciseau n'est pas respecté entre mes doses. Je vais aller l'aviser que je ne peux pas lui en donner tout de suite. Voyons maintenant comment la technologie permet de prévenir l'oubli d'administration d'un médicament. En fin de compte, lorsque on a une route de médicaments administrée pour une maisonnée, pour un département, bien, on a tous nos résidents pour une heure précise là, de distribution de médicaments. Donc, si par exemple, il y a un médicament qui est refusé, ça va être noté. Si on a un résident qui est hospitalisé, ça va être noté également. Et si on a une dose orpheline, vous voyez ici, mais si jamais le médicament n'a pas encore été donné comme une pompe, bien, il reste toujours présent. Fait qu'en fin de compte, tant qu'il n'est pas donné, il va être présent. Donc, la personne va toujours savoir si elle a complété sa route d'administration des médicaments. Donc, voyons dans cette vidéo comment, tout simplement, ça se présente. Oui, c'est Sophie. Allô, Sophie, c'est Nadia. Allô, Nadia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, j'ai terminé ma tournée de médicaments, donc je voulais voir avec toi si c'était correct si j'allais en pause. OK, attends un petit peu. Moi, quand je regarde, Nadia, il te manquerait ton Ventolin à donner pour M. Bro avant d'aller en pause, s'il te plaît. C'était à 8 heures. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, ok, parfait. Donc, je retourne pour le résident, puis j'irai prendre ma pause par la suite. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bye. Maintenant, comment la technologie rappelle-t-elle d'administrer un traitement aux heures irrégulières, parce que ça arrive quand même encore que des heures irrégulières? Bien, tout simplement, c'est quand il y a une heure irrégulière d'administration des médicaments, bien, c'est toujours apparent en caractère gras et dans cette couleur-là. Donc, encore une fois, il va toujours être présent au niveau de la route d'administration des médicaments pour l'intervenant. Et encore là, ça l'évite à ce moment-là l'oubli. Voyons dans cette vidéo cette fonction-là se réaliser. Bon,
Monsieur Delisle, j'ai terminé. Ah, non, sont les vocables. À 10 heures, hors tournée régulière. C'est beau. Répondons maintenant à la question, comment la technologie permet-elle d'encourager les bonnes pratiques cliniques lors d'un retour de l'hôpital? Donc, on sait que les personnes qui sont de retour de l'hôpital sont plus à risque de développer un délirium. Donc, on peut planifier à l'intérieur même du logiciel, dans le fond, de compléter le radar. Donc, lorsque les gens sont de retour de l'hôpital, lors de l'administration des médicaments, bien, finalement, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître pour ces résidents-là, pour lequel on va compléter après chacune des administrations des médicaments le radar. Puis là, il va pouvoir y avoir des alertes pour l'intervenant ou encore pour la responsable des soins, par exemple, parce que ça vient avec un logiciel puis un tableau de bord là, pour les responsables. Puis ça nous permet d'intervenir beaucoup plus rapidement, justement, lorsqu'il y a la présence de signes de délirium. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo, tout simplement, comment c'est intégré là, à l'intérieur même du logiciel. Bonne journée, Monsieur Brault! Bon, je vais compléter son radar. On continue dans la même veine. Alors, comment la technologie permet-elle de favoriser les bonnes pratiques cliniques pour le traitement de l'agitation chez les résidents Alzheimer? Donc, les résidents qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, mais qui présentent aussi des problèmes de comportement. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque, par exemple, on doit administrer des médicaments PRN d'antipsychotiques? Bien, lorsqu'il y a 3 PRN qui sont donnés à l'intérieur de 2 semaines, bien, à la 4e dose, il va y avoir une alerte que la personne qui administre les médicaments va l'avoir automatiquement. Et à ce moment-là, bien, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'en cliquant sur l'alerte, elle va voir la recommandation de bonnes pratiques juste pour s'assurer de faire un rappel que dans un tel cas, par exemple d'antipsychotiques pour les troubles de comportement, mais voici l'arbre décisionnel qui devrait t'amener à la fin peut-être à considérer un antipsychotique, mais est-ce que tu es certain ou certaine que tu as respecté toutes les étapes? Donc, dans la vidéo qui suit, vous allez tout simplement voir là, comment ça se passe là, dans la réalité, cet arbre décisionnel-là. Puis aussi, dans les vidéos, vous allez remarquer peut-être que des fois, il y a un chariot, des fois, il n'y a pas de chariot. C'est tout simplement de montrer que, dans le fond, le logiciel peut être utilisé autant avec le support d'un chariot ou encore lorsque les médicaments, par exemple, sont dans la chambre du résident. Oh, 4e dose. Je vais regarder mon arbre décisionnel. Ouais, non. Je vais aller travailler mon approche. Maintenant, comment la technologie permet-elle de sauver du temps chez le personnel? Il y a vraiment plusieurs exemples à donner, mais je vais en donner un très simple. Si vous avez un résident qui est hospitalisé, bien, pour éviter l'erreur classique des fois qu'on voit dans nos milieux, c'est-à-dire que le résident est hospitalisé, puis on voit encore des initiales qui sont mis pour des médicaments administrés à un résident qui est hospitalisé. C'est parce que là, les feuilles n'ont pas tout suivi et ainsi de suite. Bien, en fait, avec le logiciel, bien, dans XPIL Pro, tu as juste besoin de faire un petit mouvement du doigt comme ça, puis là, tu vas activer le fait qu'il est hospitalisé. Et là, dans ton logiciel de soins va être informé, la pharmacie va être informée. Donc, finalement, c'est très rapide pour que, dans le fond, les gens soient mis au courant là, que le résident est hospitalisé. Puis, on va voir là, dans la route de travail que, justement, le résident est hospitalisé. Donc, voyons dans cette brève vidéo cette fonction en action. Ah, Madame Bousquet est à l'hôpital. Je vais l'hospitaliser dans XPIL.
Bonne journée, Monsieur Delisle. Donc, le but un peu de, comme je le mentionnais, de cette conférence web-là, c'est de démystifier la technologie, parce que je pense que là, on n'a plus le luxe là, de s'en priver avec la charge de travail du personnel, parce qu'en fait, on a vu que ça, avec la littérature scientifique, là, ça diminue le nombre d'erreurs, que le personnel préfère utiliser de tels logiciels, ça les sécurise, ça enlève du stress, mais en plus, c'est qu'on sauve du temps également avec ça. Mais est-ce que ça se concrétise dans la vraie vie, dans la vraie utilisation dans les milieux cliniques? Alors, c'est pour ça que dans cette deuxième partie, bien, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai interviewé des utilisateurs en tant que tels pour aller chercher leur perspective. Donc, dans cette première vidéo, ce qu'on va examiner tout simplement, c'est le point de vue d'un directeur général d'une résidence privée pour aînés. Puis je vais vous avouer que moi, quand je les ai rencontrés, j'ai posé les questions ouvertes. Je ne connaissais pas leurs réponses. Et j'ai été très surpris de la réponse lorsqu'il a commencé à me dire, ben écoutez, moi j'avais 2 personnes qui administraient des médicaments, ça prenait tant de temps. Maintenant, j'en ai juste une, ça prend moins de temps que les 2 en réunis ensemble. Là, j'ai fait comme, OK, là, c'est encore plus impressionnant que je croyais l'efficacité d'un tel logiciel. Parce que l'objectif, pour moi, c'est de réduire les erreurs d'administration des médicaments, faciliter le processus pour le sécuriser. Si ça prend le même temps, je suis bien content parce qu'on a amélioré la qualité de la pratique. Mais là, c'est rare qu'en plus, c'est plus rapide. Donc, parce que généralement, lorsque c'est plus rapide, c'est pas toujours plus sécuritaire. Donc, je vous invite à bien écouter les propos de ce directeur général-là. Grâce à cet outil, nous avons réussi à réduire le temps de distribution du médicament fait par les préposés. Auparavant, j'avais 2 préposés qui distribuaient les médicaments chacune dans leur unité, donc une unité de 13 et une unité de 18. Et en ce moment, ça leur prenait 2 heures de temps chacune pour distribuer les médicaments, parce qu'il fallait tracer sur les FADM et les suivis. Et maintenant, j'ai un seul préposé qui distribue pour 31 résidents et il le fait en 1 heure de temps. Non, bien au contraire. Mais non, bien au contraire, puisque le temps qu'ils prenaient à faire, à signer leur FADM, c'est du temps gagné, puisque maintenant, c'est juste en scannant leurs produits, le dispil, on a la traçabilité qui se fait automatiquement au nom de l'employé qui a fait cette distribution. Et je reçois les rapports de façon périodique, je reçois tous les jours les rapports de distribution, jour, soir et nuit, et j'arrive à suivre à la trace toutes les erreurs qui sont faites, mais jusqu'à présent, j'en ai rarement vu. Alors qu'auparavant, sur papier, il y avait beaucoup d'erreurs de distribution ou d'administration de médicaments. Ah, énormément. Les familles, j'ai beaucoup moins de plaintes en ce moment. Je vous dirais que les familles sont très précautionneuses pour leurs résidents, donc elles suivent exactement tout ce qu'on fait pour leurs parents. Et en ce moment, sur tout le circuit du médicament, je n'ai aucune plainte. Maintenant, dans cette vidéo, c'est une propriétaire d'une ressource intermédiaire. Et là, ce que je voulais mettre plus en reflet dans cette vidéo-ci, c'est est-ce que c'est compliqué à implanter ça? Est-ce que ça a demandé beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il y a des gens qui, la technologie, ne sont pas familiers avec ça, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables d'utiliser ça? Est-ce que la formation, c'est complexe? Donc, c'est le genre de questions que je lui ai posées. Donc, on était
une pharmacie qui n'avait jamais utilisé ce logiciel-là. Nous, une toute petite résidence, pas du tout habilitée avec les technologies d'aujourd'hui. Je dirais que ça nous a pris environ 1-2 mois à force de travailler ensemble avec Domédic, évidemment. Là. Puis en 2 mois, on était pas mal setés à 100% pour être fonctionnel. Là. Mais on a été capable d'être fonctionnel avant la fin de cette formation-là. Mais pour dire, OK, c'est bon, on est parti, on l'utilise comme il faut, ben, ça a pris 2 mois environ. Juste pour le travail des préposés, pour eux, c'est beaucoup moins long de faire l'administration des médicaments parce qu'avant, il fallait tourner chaque page d'un gros cartable que les filles ne traînaient pas, donc ils ne faisaient pas leur set bon. Ils n'utilisaient pas les vraies techniques apprises dans la compétence 7 aujourd'hui ou la loi 90. Tandis que là, ben, le logiciel est fait en sorte que si on planche, nous, est-ce qu'eux l'utilisent bien, ben, les 7 bons n'ont pas le choix d'être respectés. Le scan le fait pour toi. Puis en plus, ben, tu n'as pas un gros cartable avec des feuilles à moitié mal initialisées. C'est super clair. Tu as une liste qui descend. Je veux dire, c'est vraiment rapide. C'est beaucoup plus rapide pour les préposés, finalement. Puis c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair, c'est-à-dire pour s'assurer de ne pas faire d'erreur, s'assurer qu'il n'y a pas une double dose qui est donnée, s'assurer qu'on a donné toutes les doses qu'on avait à donner à tous nos clients. C'est ça. La façon qu'on fait la formation pour XPIL Pro avec les employés, c'est que tout d'abord, à l'embauche, moi, je rencontre l'employé. J'en profite pour lui montrer le logiciel. Fait que je présente vite là, à quoi ça ressemble XPIL Pro. Par la suite, pendant sa formation, l'infirmière, pour une période d'administration, va lui faire une démonstration, donc va passer la médication avec XPIL Pro. L'employé fait juste regarder. À la prochaine période d'administration, ben là, il inverse les rôles. Donc, c'est la préposée qui passe la médication, selon ce qu'elle a appris dans la petite demi-heure avec l'infirmière. L'infirmière reste là pour répondre à ses questions puis réajuster aux besoins. Puis après ça, ben, l'employé est autonome. Tout ce qui reste à faire, c'est les rappels si on se rend compte qu'il y a un petit relâchement. C'est tout. Vu que ce n'est pas nous qui gérons les dossiers soins de la ressource intermédiaire, bien, quand il y a un ajout, tout ce qu'on a à faire, c'est demander à la pharmacie de faire un ajout. Avant, l'infirmière de la ressource intermédiaire devait se déplacer. Elle venait écrire à la main sur le FADM, ah ben là, il faut mettre de l'huile minérale dans les oreilles de Madame Untel, puis ben il fallait vraiment qu'elle se déplace, qu'elle écrive elle-même ce genre de prescription, si on veut, sur le FADM, mais maintenant, on appelle la pharmacie, ils le font pour nous, ça apparaît à la période même, là, dans la même journée. Fait que ça aussi, c'est beaucoup moins long. Dans cette vidéo-ci, en fait, j'ai été informé que sur un territoire des Laurentides, pour ne pas le nommer, ils voyaient d'un bon œil les milieux qui utilisaient un logiciel pour l'administration des médicaments avec le système code-barre parce qu'ils se sont rendus compte que ça amenait certains avantages. Donc, j'ai demandé, hey, est-ce que je pourrais interviewer cette personne-là? Et Mme Pelletier, elle a accepté là, que je l'interviewe. Alors, je vous invite à écouter son propos. Bien, en fait, les défis sont grands pour nos infirmières et pour nos équipes du CIS. On gère on va dans plusieurs ressources intermédiaires qui sont dues à une certaine distance, puis nos infirmières doivent supporter les préposés qui donnent la médication. Donc, le fait d'avoir un système informatisé, ça va nous aider dans le processus de gestion puis des risques d'erreur de médicaments, puis aussi ça peut nous aider au niveau du délai d'accès pour aller donner des nouvelles directives. Quand un patient sort de l'hôpital, l'infirmière peut être des fois à 1 heure de route. Donc, le fait d'avoir accès à distance à certains éléments, ça nous permet tout de suite de faire des ajustements. Ou, par exemple, si on a un appel de garde, dans le fond, encore là, si on est à distance, ça peut nous aider, en fait, à être plus rapide et être plus vraiment pertinent dans nos actions quand on connaît toute l'information. Quand on parle de faire l'analyse des erreurs de médication, dans le fond, plus il y en a, plus ça nous prend du temps. Souvent, les erreurs sont répétitives, c'est ce qu'on se constate. Fait qu'en ayant aussi l'information clinique dans les systèmes, dans le fond, ça peut nous aider à être plus proactifs sur ce qu'on devrait améliorer, sur ce qu'on devrait donner comme formation. Fait que ça nous apporte énormément d'informations, puis aussi ça m'en prévient et ça nous permet d'être plus rapide au moment où on doit faire des changements cliniques là, pour les usagers. Là.
un des exemples qu'on pourrait donner, c'est que, dans le fond, le FADM, la feuille d'administration de la médication, doit être validée à chaque mois quand on reçoit la médication. Et aussi, souvent, ça doit être fait lorsque les gens vont à l'hôpital, par exemple, et qu'ils reviennent parce qu'il y a un ajustement des prescriptions. Donc, quand on tombe au niveau électronique, cette validation-là n'est plus requise, c'est directement dans le système parce qu'il n'y a plus d'impression manuelle, dans le fond, de la feuille d'administration de médicaments. Donc, c'est énormément de temps qui peut être sauvé juste par ce petit changement-là. Puis c'est un des gains là, parmi lesquels on peut avoir. Bien, en fait, je pense que ça améliore certainement la collaboration au niveau de toutes les parties prenantes. Dans le fond, la pharmacie, c'est aussi un partenaire, puis on est tous des gens qui ne sont pas à la même place, souvent au même moment auprès de l'usager. Donc, tout le monde a la même information rapidement, puis a accès à la même information quand on les regarde. Donc, ça, c'est sûr que ça améliore la collaboration, puis la vitesse de transmission de l'information. Fait au-delà de se parler quand on a tous la même chose, bien, c'est sûr qu'on arrive plus rapidement à une conclusion similaire quand on a besoin d'agir. Là. Évidemment, on parle des médicaments, donc on ne peut pas passer là, à côté d'interviewer un pharmacien pour lui demander, bien, lui, quelle est sa perspective là, sur un tel logiciel? C'est sûr qu'avoir un logiciel électronique, ça facilite aussi la mise en place pour la gestion des maladies chroniques. Donc, en résidence, que ça touche l'efficacité, l'innocuité ou l'observance, on va être capable d'avoir un outil qui est live, à place d'avoir un outil statique pour demander la question, est-ce que le patient prend ou ne prend pas le médicament, est-ce qu'il est bien utilisé, est-ce qu'on a des résultats aussi laboratoires pour avoir des données probantes, on peut voir directement sur ça. Ça augmente aussi notre efficacité considérablement pour l'utilisation des FADM imprimés qu'on envoie par mois. Donc, à place de l'envoyer par mois, on a toujours un FADM perpétuel. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la sécurité. Puis, ça nous aide aussi pour donner des outils à faire des suivis, des opinions, des refus, faire la gestion des maladies chroniques avec un outil qui peut nous donner aussi des références aux médecins. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne prend pas bien un médicament à cause qu'il y a un problème de dysphagie puis on veut le changer pour un liquide, on peut montrer qu'il ne l'a pas pris, il a fait un refus d'administration pour les derniers 3 mois, puis on peut changer pour un liquide puis régler la situation. Le fait de ne pas imprimer les FADM, ça c'est très très gros à cause qu'on imprime au mois, on envoie les FADM, mais ça c'est si le patient a un PRN, ça change, donc on va réimprimer un nouveau PRN. Donc là, la PAB, elle peut avoir 2 FADM, peut-être qu'elle va prendre le mauvais. Si elle ne l'enlève pas, ça peut causer des accidents. Donc, on est obligé d'envoyer une feuille prévention incident-accident, informer l'infirmière, informer le coordo résidence pour être capable d'assurer qu'à la livraison à minuit ou à 1h du matin, que la PAB va enlever le FADM ancien, va remettre le nouveau FADM. Donc, s'il y a un FADM électronique, il est là puis il est live. Donc, en conclusion, ces technologies-là ont été bien appuyées sur le plan scientifique. On a commencé la conférence web à ce sujet-là pour bien rassurer les gens que, il y a un problème réel d'administration des médicaments, il y a une solution qui existe, qui a été testée scientifiquement, qui a démontré ses avantages. J'ai fait plein de petites capsules vidéo pour démystifier là, c'est quoi ces logiciels-là, c'est quoi le système à code barre pour qu'un peu vous voyez là, comment on peut utiliser ça. Après ça, je donne la parole à des utilisateurs, à des gestionnaires qui vous disent finalement qu'ils envoient plein d'avantages dans leur organisation. Donc, j'espère bien là, que ça va soutenir votre réflexion concernant l'adoption de telles technologies pour le bénéfice des résidents, puis du personnel, des gestionnaires, etc. Donc, merci beaucoup pour votre attention.